à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Boni Yahi, Nicéphore Soglo devant la Cour constitutionnelle. Ils étaient nombreux, les Béninois, attendant de vivre une telle scène inhabituelle. Mais finalement, tous sont restés sur leur faim. Ni Boni Yahi, ni Soglo n'aura répondu à la convocation, pas plus qu'il n'y aura eu face aux sages de la Cour des représentants des deux personnalités mises en cause. Sur ces entrefaites, l'audience aura purement et simplement été renvoyée à une date ultérieure. N'empêche, le débat fait rage dans l'opinion publique sur l'opportunité ou non de la démarche, mieux ses implications supposées. Convocation de Boni Yahi et Soglo devant la Cour constitutionnelle. Quel contour juridique? Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec en notre compagnie un constitutionnaliste qui n'est plus à présenter. Il est par ailleurs le président de la Convention patriotique des forces de gauche, Philippe Nondienoumen. C'est bien de lui qu'il est question. Déjà à nos côtés sur ce plateau, Philippe Nondienoumen, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Notre joie est partagée. Ok, intéressant de l'apprendre. Oui. Mesdames, Messieurs, pour cette émission-ci, nous allons recevoir Philippe Nondienoumen en co-animation. Donc, à mes côtés, mon collègue Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etandy. Professeur Philippe Nondienoumen, bonjour. Bonjour, cher journaliste, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Oui. Vous avez réagi violemment il y a quelques jours à la suite d'une convocation des anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, par la Cour constitutionnelle, suite à une requête adressée par le sieur Alain Diogo. 3 motifs essentiels pour faire un peu court, professeur. Oui. 3 objets principalement. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, est donc convoqué pour fermeture illégale de la frontière de Sémékraké. Président Boni Yahi pour manipulation contre le peuple béninois, auteur de la manipulation de la frontière, de la fermeture de la frontière. Et puis le président Nicéphore Soglo pour complicité auteur de sabotage de la crédibilité des élections législatives. Première question, professeur Philippe Nondienoumen. Est-ce que cette requête du sieur Alain Diogo était-elle ou non recevable par la Cour constitutionnelle? Merci, monsieur le journaliste, m'avoir invité à cette émission pour éclairer l'opinion publique sur plusieurs aspects à la fois juridiques et politiques. Et depuis que ce document a été publié sur les réseaux sociaux, on a vu des réactions passer par là. Je vais d'abord faire des mises au point. De quoi est-il question? D'une plainte d'un citoyen du nom de Alain Diogo, une plainte dont vous voulez donc d'énumérer les grandes choses, à savoir recours contre le président de la République du Nigeria pour la fermeture illégale de la frontière Sémékraké, contre M. Yahi Boni pour manipulation contre le peuple béninois, auteur de la manipulation et de la fermeture de la frontière, contre M. Nicéphore Soglo pour complicité et auteur de sabotage de la crédibilité des élections législatives. Lorsqu'on lit cette plainte, on voit bien qu'il y a un problème. Question préjudicielle. Un citoyen a-t-il le droit de traîner en justice ou d'entrer en justice devant la Cour constitutionnelle un ancien président? Oui. Tout citoyen a le droit de se plaindre d'un de nos citoyens, fût-il ancien président. Ça, okay. Personne ne met en doute. Merci pour la clarification. Deuxième question. Un citoyen, fût-il ancien président, peut-il être traîné devant la Cour constitutionnelle? Et y répondre, c'est oui. Les deux questions-là, c'est clair, il faut les clarifier. Mais le problème qui se pose est le suivant. Pour quel motif? Pour quel motif? Alors, l'acte qui est poursuivi, vous l'avez cité, c'est d'abord l'acte à titre principal, c'est la fermeture de la frontière Sémékraké, qui est une action d'un pays étranger, qui n'est pas l'action d'un citoyen béninois, fut-il ancien président, Yahi Boni ou Soglo. Non. C'est un président en exercice qui, dans sa fonction, en exerçant la souveraineté d'État, ferme sa frontière. Alors, donc, il est question d'abord de juger l'acte principal, qui est, disons, la fermeture de frontière. Il y a un prétexte. Vous ne pouvez pas juger. Donc, Yahi Boni, en l'occurrence, par exemple, ne peut être considéré que comme co-auteur ou complice.
Puisqu'il ne peut pas faire les frontières, il n'est pas au pouvoir, ni ici, ni là-bas. Donc, il est citoyen béninois. Donc, s'il est poursuivi avec cette accusation, ce motif, c'est qu'il est soit co-auteur ou complice. En droit de procédure, on ne peut pas juger un co-auteur sans juger l'auteur. Même pas contumace. Impossible. Impossible. Donc, si on juge Yahi Boni pour ça, on juge l'auteur, à savoir, n'est-ce pas, Bouhari. Vous voulez dire, lorsque la polémique a commencé par enfler, Oui. que la Cour constitutionnelle a cru devoir apporter la clarification qu'elle n'a jamais adressé de convocation au président nigérien, vous semblez dire que le verre reste toujours dans le fruit. Le verre est dans le feu parce que, en jugeant le co-auteur d'un acte posé par un autre, vous jugez l'auteur lui-même. Même pas absence. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre lorsque, et peut-être c'est la formulation qui pose problème, le citoyen assemblé dit, s'il n'y avait pas eu ces citoyens béninois, dans le cas d'espèce, on parle de personnalité, même si elles ont été des présidents, s'il n'y avait pas eu cette volonté, ça reste peut-être à être apprécié, si elle n'avait pas été pour quelque chose, eh bien cette fermeture n'interviendrait jamais. De ce point de vue, est-ce qu'on ne peut pas comprendre la démarche du citoyen? Oui, je dis ceci encore, je suis en train de faire une démonstration. Dès lors que vous jugez quelqu'un comme complice ou co-auteur, vous êtes obligé de juger l'auteur lui-même. Obligé. Obligé. Que vous l'ayez invité ou convoqué, parce que le terme est pareil. Dans le domaine du droit, quand les choses, invité ou convoqué, c'est pareil. Parce que si vous vous absentez, ça a des conséquences. Donc, vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un de l'étranger, d'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire. Mais en jugeant son complice, vous le jugez automatiquement. Alors, je continue. Alors, et si Yahi, n'est-ce pas, est co-auteur d'un acte, de quel acte s'agit-il? Il s'agit de la fermeture d'une frontière étrangère, frontière, pas un État étranger. Oui. Alors, si c'est ainsi, est-ce qu'on peut considérer un État étranger comme violant une disposition constitutionnelle béninoise? Non. On ne peut pas dire, voilà, un étranger, en droit constitutionnel, en droit, des rapports d'État à État. Dire qu'un État étranger viole ma constitution, non. Ça n'existe pas. Alors, Oui, pour ça, je continue. Donc, oui. hein? Une petite question, si vous voulez, à ce niveau. Vous avez dit qu'un étranger ne peut pas violer la constitution d'un autre ne peut État. pas être traité devant votre juridiction à vous. Voilà. Vous pouvez le traiter devant une juridiction internationale à laquelle vous êtes tous partis. La différence. Oui. Vous pouvez la traiter devant une juridiction internationale qui est supra votre juridiction à laquelle vous avez fait option. C'est tout. Vous n'avez pas fait option. Voilà. Sinon, je voulais parler quand même de la question de l'irrigation des personnes Bien sûr, bien irrégulières. sûr. Voilà. Mais et encore là, c'est un problème. Ce n'est pas, excusez-moi, que le Nigeria qui a violé. Dans les dispositions de la CEDEAO, il est dit que les produits circulent librement dans le marché de la CEDEAO. Produits originaires, pas produits importés, exportés. Non. Alors on revient au sujet, Alors, mais je quand vous commencez, Donc, dans votre démarche là, oui. c'est comme si vous caricaturez la Cour constitutionnelle comme un tribunal. Les sages n'ont pas l'intention de transformer la Cour constitutionnelle en un tribunal, ils l'ont dit. Donc la démarche participe de la pédagogie. Non, mais non, vous, votre démonstration, est-ce non, que tout le vous monde ne sait. glissez pas vers Nous-mêmes, ce qu'il ne faut pas? constitutionnalistes, on sait que c'est on appelle ça juge constitutionnel. Oui, Donc c'est un juge. La Cour... mais pas un tribunal de droit commun. Non, pas de droit commun, mais c'est un juge. La Cour est un tribunal, c'est-à-dire un juge, disons, sui generis, un genre particulier. Alors, je continue. Et justement, la nuance que vous apportez là, ça tient? Oui, je sais, c'est particulier. Alors, allons-y. Alors, parce que la Cour a quelle mission? C'est de juger de la conformité des lois par rapport à la Constitution. C'est ça qui est voté. Alors, quels sont les actes qui sont attentatoires, à, disons, aux dispositions de la Constitution. Alors, j'ai parcouru notre Constitution à nous. Si on convoque un citoyen béninois pour violation de la Constitution, je vois dans les articles 7 à 35, aucune disposition qui traite des droits et devoirs des citoyens ne concerne, soi-disant quoi, les motifs là, à savoir complicité, manipulation, ou bien, n'est-ce pas, complicité, sabotage. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui le dit. Pour un citoyen, lisez bien les dispositions de la Constitution.
du 7 à 35, vous ne verrez pas ça. Alors, le seul cas où on traite de l'action d'un citoyen béninois qui touche à ce domaine-là, c'est lorsqu'il est encore chef d'État. Et c'est l'article 74 qui dit ceci. L'article 74, n'est-ce pas, dit ceci ouvertement. Il y a haute trahison, c'est le cas de haute trahison. Haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'actes attentatoires au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement. C'est le seul cas où il est question de voir ce genre de choses. Mais il faut qu'il soit chef d'État en fonction. Et non quelqu'un qui a été ancien chef d'État. Ensuite, et lorsqu'on prend ces cas-là, on se rend compte que non. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Il ne reste qu'un seul cas. On ne peut juger d'un citoyen en liaison avec l'étranger que ce qu'on appelle, dans le cas de ce qu'on appelle intelligence avec étranger. C'est-à-dire que ça, c'est seulement prévisible en cas de guerre ou en cas, n'est-ce pas, de situation à l'issue d'une guerre. Ou ceux qu'on estime être des complices avec des gens de l'étranger, ils sont passibles de la peine de mort, etc. Pas prévu par la Constitution, non. Et on n'est pas en guerre avec le Nigeria pour estimer qu'un citoyen béninois va s'entendre avec l'ennemi. C'est là que la question de provocation arrive. C'est comme si on considère des Béninois comme des complices d'un acte très hautement grave contre le Bénin. Donc, quelqu'un considère le Nigeria comme un pays ennemi, ce qui n'est pas le cas. C'est un pays ami, un pays, n'est-ce pas, voisin, avec lequel nous travaillons tous les jours. On ne peut pas le faire. Et là, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui en juge. Ce sera alors une cour spéciale qui est mise sur pied à l'issue d'une guerre entre deux pays. Enfin, entre deux pays. Ce n'est pas le cas. Ah, vous l'avez dit, en somme, oui. Ce dossier ne devrait pas exister. Non. Et c'est là que je me dis, mais qui est-ce qui... Jusque-là, le citoyen a le droit de le faire. Oui. Mais là où il y a provocation, ce n'est pas le fait d'avoir fait acter, non. Il faut d'avoir acté les livres d'acter. Mais là où il y a provocation, c'est que lorsque le citoyen, n'est-ce pas, acte avec tel motif farfelu, j'estime, c'est à la Cour de l'enrôler et de le déclarer recevable. Ce que la Cour a fait. Oui. Or, la Cour a déclaré recevable une telle plainte. C'est ça qui est grave. En déclarant recevable telle plainte, ça place le Nigeria comme pays ennemi. Et donc des auteurs, des citoyens ici, complices de pays ennemis. C'est pas normal. D'où je dis bien, il s'agit bel et bien d'une provocation. Je répète, la réception ou la recevabilité déclarée par la Cour constitutionnelle d'une telle, disons, chose vaut prise au sérieux d'une telle plainte et donc prise de position contre le Nigeria. Puisque au départ, nous avons dit, on ne peut pas juger le co-auteur sans juger l'auteur. Oui. Alors, c'est ce qui est très dit. Cette interprétation, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop outrée? Si la finalité n'était pas forcément cela, de jouer dans la pédagogie, comme la Cour a commencé par le faire depuis un certain temps sur un certain nombre de dossiers. C'est vrai que les dossiers ne s'équivalent pas. Mais là, il ne faut pas avoir l'intention prioritaire. Non, et lorsqu'on est en droit ici, oui, de droit constitutionnel, n'est-ce pas, avec des juges constitutionnels, cette histoire de pédagogie ne marche pas. Du tout pas? Non, parce que quelqu'un est là qui invente des notions et tout le monde reprend encore, non. Il y a des gens qui sont là avant qu'il arrive, et il y a des gens qui ne sont pas du domaine non plus, même s'ils sont présidents de la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas de pédagogie, il y a à juger de la conformité ou non des actes d'un citoyen ou de celui par rapport à la Constitution, c'est tout. Voilà. Est-ce que l'acte incriminé tombe sous le coup d'une disposition de la Constitution? Non. Voilà, justement. Pour ça, oui. Professeur Fleming Djelmé, vous avez évoqué à la fois plusieurs questions ah, oui, que vous avez soulevées. Si le citoyen, par exemple, M. Alain Diogo, lui, il a le droit de pouvoir saisir la Cour, vous avez dit que la Cour, pour vous, ne devait donc pas recevoir, c'est-à-dire elle devait déclarer irrecevable cette requête du citoyen. Évidemment, lorsqu'on parcourt un peu les prérogatives de la Cour constitutionnelle, dans la Constitution, de l'article 114 à 117,
éclairer-nous davantage, on a sans doute du mal. Est-ce que véritablement, ces différentes questions qui sont donc évoquées dans l'objet de la requête intègrent les dispositions, j'allais dire les prérogatives de la Cour constitutionnelle? C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, en tant que Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, qui juge de la conformité des lois, et entre autres aussi, n'est-ce pas, régulariser, reprendre les institutions, a un petit travail à faire. Il ne faut pas acter toute décision. Surtout lorsque ça engage des États. Ce cas, c'est très sensible. Ça engage un État voisin. Et si vous touchez à ces complices, c'est que vous touchez à l'État voisin. C'est là la question, qu'on le veuille ou non. La Cour constitutionnelle n'est pas uniquement juridique, c'est aussi politique, quelque part. Et on ne peut pas faire de telles choses. J'estime que c'est une provocation à l'endroit du Nigeria. Dans une période où il faut la paix entre les deux pays, et qu'on règle les problèmes, que les citoyens soient libres de circuler entre les deux pays, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. En jugeant des actes de co-auteur, n'est-ce pas, des citoyens béninois, vous jugez nécessairement l'auteur lui-même. Est-ce qu'on ne peut pas dire que là où on en est, suite au déroulé que le dossier a connu, aucun des présidents concernés ne s'est présenté, ni le représentant. Alors, l'audience a finalement été reportée. À une date ultérieure, nous a-t-on appris. Et bien là, n'est-ce pas une façon pour la Cour simplement de mettre une croix sur ce dossier et donc de taire la polémique? Mon souhait est que ce dossier soit simplement déclaré clos, sans suite. Compte tenu des répercussions, c'est international. Je sais de quoi il parle. Il vaut mieux clore ce dossier pour la paix entre les pays, le Bénin et le Nigeria. Simplement. L'hypothèse, puisqu'on a parlé de reporter à une date ultérieure, oui. L'hypothèse que la Cour essaie de poursuivre ce dossier, à quoi pourrait-on assister? Et si les deux ne se présentent pas sans représentant non plus, est-ce que la Cour a de marge de manœuvre? Je ne trouve pas. Elle peut faire quoi? Elle peut les condamner parce que la Cour n'a pas de moyen de mettre quelqu'un en prison. Non. C'est pas judiciaire, ça, c'est constitutionnel. Donc, ils vont faire quoi? Bon. Mais elle peut toujours déclarer que vous avez violé la Constitution, qu'ils ont violé la Constitution, oui. Mais sur quelle disposition, je ne sais pas. Parce que ce qu'ils ont dit là, à savoir, n'est-ce pas, fermeture frontière, c'est pas dans la Constitution, nous. Vous le dites, vous avez ça dans la Constitution, vous, comme les différences constitutionnelles, qu'on peut violer, non? Professeur Philippe Ndioma, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'en acceptant d'enrôler, disons, cette requête et de pouvoir l'étudier, la Cour estime quand même que, parlant des libertés, par exemple, d'aller et de venir, il y a quelque part violation des libertés des citoyens avec la fermeture? Oui, et il y a la liberté de venir, c'est dans le pays, ça, au Bénin. Quand vous lisez la Constitution, la liberté d'aller et de venir, c'est à l'intérieur du Bénin, c'est pas à l'extérieur du Bénin. L'intérieur du Bénin, ça rentre dans le cadre du droit international, pas interne, qui dépasse notre Constitution. Ça rentre dans le cadre des traités régionaux. Par exemple, la CEDEAO, l'UEMOA, oui, c'est la liberté de circulation. Ce n'est pas l'intérieur du Bénin qui est mis en cause, qui est stipulé ici, dans notre Constitution. C'est simplement, n'est-ce pas, à l'extérieur, aller autour. Ça, c'est traité international. Ça touche non pas la Constitution, mais les traités internationaux. Dans le cas d'espèce. Une fois encore là, les limites de la Cour constitutionnelle, vous semblez Oui, bien sûr. Si vous voulez juger les gens, mettez venir, c'est uniquement à l'intérieur du territoire béninois. Si ça sort, ça va dans le cadre du droit international. Oui, mais les conventions, selon notre constitution quand même, et les traités internationaux ratifiés, ont préséance quand même sur les lois internes, professeur Philippe Ndioma. Justement, vous dites que justement, si les commentaires, ça justifie le fait que on ne peut pas attraire les gens pour une situation au Nigeria, non. Devant la Cour, non. C'est devant une institution, une Cour régionale. La CEDEAO de l'UEMOA. D'accord, mais pas à l'intérieur du grand chose. Pas devant notre cour à nous. Professeur Philippe Ndioma, mais expliquez-nous quand même, professeur, on sait que le président de la Cour constitutionnelle, c'est un professeur agrégé, on a des anciens magistrats au niveau des 7 salles, c'est quand même des compétences. Selon vous, que s'est-il réellement passé? Parce qu'en acceptant quand même d'étudier la requête, semble-t-il, il y a quand même des motifs réels sur lesquels se fonde la Cour, la haute juridiction. Je ne fais aucun procès d'intention, ni de juger de la compétence de l'un des uns et des autres. Mais il faut dire que chacun a un domaine aussi. Chacun a un domaine de compétence. Ce fait que, les sages qui sont là, j'en connais pas vraiment de constitutionnalistes. Ça, c'est autre chose.
Je peux avoir quand même des conseillers constitutionnels. Ça, je ne leur nie pas ce droit-là. Et je ne trouve pas juste, je ne trouve pas vraiment, disons, constitutionnel, cette action d'enrôler une telle plainte. Ils se sont mis dans un engrenage incontrôlable. C'est un engrenage incontrôlable qui compromet finalement notre État, que j'aime bien et que je défends. Ça me gêne, moi, en tant que citoyen béninois. Quand je vois, on s'appelle entre nous constitutionnalistes, on me dit qu'est-ce qui se passe chez vous? Oui, mais c'est quoi ça? Pourquoi cette histoire-là? Ça ne marche pas. On ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir sans égratigner le Nigeria. C'est impossible. Impossible. Non. Vous dites que la Cour constitutionnelle, au-delà de ses prérogatives que l'on connaît constitutionnelles, a aussi un peu d'allant politique. Est-ce qu'on peut faire une lecture politique alors de ce dossier? J'ai évoqué un cas dans mon papier, lorsque j'ai eu j'ai eu la plainte, c'est quoi ça? Et puis j'en ai parlé. On dit généralement que lorsque un petit provoque un grand, que derrière lui il y a un grand. S'il vous plaît, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a de petits et de grands dans ce dossier? Ben, écoutez, entre nous, les États ne sont pas égaux. Vous parlez toujours des États. Objectivement, le Bénin et le Nigeria n'ont pas la même capacité d'intervention au plan interne comme au plan extérieur. Donc il y a comme des rapports de force différents. Mais si nous en arrivons comme une provocation de nous par rapport au Nigeria, c'est qu'il y a un problème. Je ne veux pas disons, spéculer. C'est bon de ne pas spéculer, Non. mais là aussi, sur le concept de provocation, est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes plus appropriés? Ceux qui parlent de provocation ne sont-ils pas eux aussi dans l'excès? Nous, on le dit pour dire retirer cette histoire-là. C'est plutôt, c'est-à-dire, on sonne l'alerte pour dire arrêtez nous ça. Il ne faut pas aller trop loin. C'est une provocation. D'un pays voisin, qui est un pays ami et frère. Voilà. Professeur Philomène Diomno, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas convoquer quand même les co-auteurs ou les complices Sans juger l'auteur principal. La Cour nous a quand même dit je n'ai jamais convoqué le président Mohamedou Buhari. Comment on peut l'expliquer juridiquement? Est-ce que ça a du sens? Les téléspectateurs voudraient bien comprendre, professeur Philomène Diomno. Oui, et il ne peut pas dire autre chose. Parce que lorsque, j'ai reçu la chose, que je me suis entretenu avec la personnalité, est-ce que le président Buhari a été... On dit, on ne sait pas. Donc, effectivement, il ne peut pas l'imiter. Mais le fait de le citer devant la justice béninoise, non. On le cite. Puisque le co-auteur doit répondre de l'acte de l'auteur. Donc, du coup, on le cite nécessairement. Donc, un acte qui ne relève pas de la possibilité de citoyen béninois, mais d'un citoyen extérieur qui est encore, a fortiori, chef d'État en exercice, qui pose l'acte de souveraineté. On ne peut que recourir justement à une institution juridictionnelle internationale. La Cour constitutionnelle, depuis sous la mandature, oui, ce qu'on peut dire, de l'actuel locataire des lieux, essaie de se rapprocher plus du concitoyen, de démystifier tout ce mythe qui entoure cette institution. Comment trouvez-vous les efforts qu'ils font quand même ces sages pour rendre cette maison un peu plus accessible à tous? Oui, le problème qui se pose, il y a les questions de forme et les questions de fond. La forme, bon, ce qu'on veut, mais le fond demeure que la Cour là s'est transformée en une Cour de violation des principes généraux supérieurs à la Constitution. Expliquez-vous. Voyez-vous, en dehors d'une Constitution, il y a ce qu'on appelle les principes généraux de droit. Et vous avez l'impression que ces principes Ah oui, généraux ne sont plus respectés aujourd'hui? Du tout. Voilà, Pour sur quel cas précis vous avez constaté ces violations? Écoutez, Un ou deux exemples. Ouais. La question, par exemple, entre autres avant, il y a la question du double degré de juridiction qui est posée devant la criette là maintenant. Maintenant, il revient là-dessus. Pourtant, la criette là, tu as tué les gens sur la base d'un truc mauvais. Maintenant, on veut réformer. Bon, il y a la question de, par exemple, du droit de citoyen, ou bien la question, par exemple, n'est-ce pas, lorsque on vous juge, quand vous avez fait option d'une juridiction qui vous juge, comme la Cour africaine des droits de l'homme, on ne peut pas ne pas obtempérer à cette décision. On voit que notre pays ne respecte pas les décisions, par exemple, de la Cour africaine des droits de l'homme, par exemple. Donc, c'est le principe général du droit qui dépasse vos constitutions à vous, nos constitutions à nous. Ce principe est violé, y compris lorsqu'on voit la fois dernière, n'est-ce pas, ce qui concerne, disons, les révisions, les tests qu'ils ont révisés, c'est encore des trucs qui dépassent
formellement, en fait, ce que la Constitution dit. Ces révisions ne devraient pas intervenir. Il n'y a pas de test qui existe et que Non, l'on ne puisse mais pas retoucher à un moment donné de l'histoire. En tant que constitutionnaliste, on sait que les constitutions sont comme des phénomènes sociaux qui doivent évoluer avec le temps. Donc, ils vont être changés, il faut les modifier, il faut les réviser. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est fait là, c'est le fait ici, c'est assassiner, c'est déchirer une constitution démocratique et y substituer une constitution autocratique. Vous pensez que les modifications intervenues où on a dû, et surtout dans les règles de l'art, solliciter la Cour qui devrait apprécier de la constitutionnalité des tests, ce que certains ont appelé une lecture à la va-vite, des points de vue à la va-vite, la Cour devrait à son niveau obtempérer et appeler à un arbitrage beaucoup plus accentué ou quoi. Le problème se pose à quel niveau? Je ne vais pas revenir sur la méthode, la procédure d'adoption de cette dernière constitution qui a été faite, qui était en dehors de toute procédure démocratique. On a dit, on s'est arrangé, on a trouvé des gens pour aller faire un dialogue, on a expliqué l'autre. Ensuite, maintenant, on est venu, voilà, et il va devant une assemblée monocolore qu'on a déjà acheté, et en un temps, écoutez, ça. Non. Et le contenu des textes révisés sont contraires à ce qu'il y a ici, à la Constitution 90. Nous avons désormais une autre constitution, on n'a pas la même constitution. Et la Cour ne devrait pas, selon vous, apporter sa caution. Elle ne devait pas apporter sa caution, elle devait déclarer cela. Oh, justement, la Cour elle-même est disons, instrument de la Constitution, donc pas intervenir. Professeur Philippe Nderman, nous avons beaucoup insisté, notamment sur le cas de la fermeture des frontières. Ouais. Il y a quand même le président Nicéphore Soglo que l'on poursuit aussi pour complicité et auteur de sabotage de la crédibilité des élections législatives. Est-ce que, disons, ces motifs n'entrent pas, disons, dans les prérogatives de la Cour constitutionnelle? Encore une fois, je reviens à ceci. Lorsque je vois les motifs pour lesquels on poursuit le président Soglo, oui, elles ne sont nullement dans les dispositions, dans les 157 articles de la Constitution, non. Ça sort, ça devient politique. Ce n'est plus le droit déjà constitué qui est ici, c'est autre considération qui entre en ligne de compte. Est-ce que vous lisez dans cette constitution-là qu'on demande qu'une fois il est dit quoi? Il est dit complicité et auto-sabotage, la crédibilité des élections. Est-ce qu'il y a ça dans la constitution? C'est un jugement d'opinion. C'est là un délit d'opinion, simplement. On juge l'opinion du président Soglo. Or, il est récusé dans notre constitution le fait, n'est-ce pas, de juger les opinions. On ne veut pas qu'on institue un délit d'opinion. Or, ici, là, c'est un délit d'opinion. Sinon, ça n'existe pas dans la Constitution. Est-ce qu'il y a une clause qui dit non, complicité de violation et sabotage des élections? Et ça existe dans la Constitution. Donc, ils sont allés au-delà de dispositions de notre Constitution. C'est politique. Oui, bon, peut-être, on l'a toujours dit, les décisions de la Cour sont sans recours. On la voit parfois outrepasser même ses prérogatives. Doit-on lui en vouloir, professeur Philippe Nderman? Ça, c'est un autre débat que nos conseillers ont fait. Nous estimons, moi j'estime en tout cas de mon point de vue, et d'autres aussi, que les pouvoirs dévolus à la Cour constitutionnelle sont superflus. D'abord, en dehors de ce que Talon vient de faire, le président vient de faire. Maintenant, encore plus, ça a été encore plus exagéré. On ne peut pas dire que la Cour décide et qu'on ne peut pas faire recours. Ailleurs, au moins, comme en France, il y a au moins recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Quand on dépasse ça, les droits de l'homme, donc on fait ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Le fait de dire que, n'est-ce pas, et on décide sans recours, il ne peut pas y avoir une juridiction qui ne soit pas, qui n'ait pas de double degré de juridiction. Aussi bien, c'est une fois pour toutes. C'est là l'aspect important qu'il faut revoir par rapport à la Constitution. Le revirement existe, professeur. Le revirement jurisprudentiel existe, évidemment. Oui, le revirement dépend de la même personne. Mais il y a des conditions pour un revirement jurisprudentiel. C'est le journaliste. Les conditions. Il faut qu'il y ait des faits de droit, des faits matériels, qui remettent en cause, qui fondaient la décision antérieure pour qu'il y ait un revirement. Ou bien que des faits de droit, ou des faits matériels de droit échangés en temps. S'il n'y a pas ça, il va y avoir. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir politique au travers des décisions et des innovations de cette Cour?
Cette cour, à l'heure actuelle, est devenue une cour autocratique. Est-ce que c'est C'est-à-dire pas... une cour Oui. au service d'un homme. C'est votre La opinion? cour qui est là aujourd'hui, Ouais. je le dirais à tout le monde, y compris si l'occasion me le présente, je dirais ça au chef de l'État. Cette cour-là, ou bien au président, n'est-ce pas, la cour elle-même, je dirais à lui-même, je dirais, mes potes, cette cour-là n'est plus au service de toute la population, n'interprète plus notre constitution, mais est au service de la décision Vous d'un pouvez individu. étayer avec quelques éléments? Oui, lorsqu'on voit la manière dont ça a été révisé, par exemple, actuellement, quand on voit la manière dont elle a été révisée, on voit par exemple que on a d'abord fait élire une chambre, une chambre avec un parti jumeau à 2 fourches. Et on s'est pas qu'on élit les 83, en excluant tous les autres. Or, c'est l'Assemblée qui décide de tout. Et cette même cour s'assoit pour se réviser, mais c'est un seul homme qui fait ça. C'est pour ça. Du coup, et ensuite maintenant, le débat politique qui a été fait. Débat politique. On réunit, n'est-ce pas, 16 affiliés, et on fait tout, puis on exclut les autres, on dit voilà, c'est fait. Et avec ça, on va réviser une constitution. Alors que, vu les dispositions, il y a plus de 67 articles qui ont changé, il fallait recourir nécessairement à un référendum. Il fallait revenir, disons, au peuple qui avait adopté cette constitution-là le 2 décembre, disons, 90, oui. C'est ça. Alors, on dit vulgairement, le vin est tiré, il faut le boire. Est-ce que Philippe Ndoundjanoumé ne demande pas ce qui ne pourra au plus grand jamais être obtenu, ou il faut espérer assister à une nouvelle situation avec ce que l'on a actuellement? Nous sommes en plein dans une aventure. On est embarqué sur un bateau ivre. Un bateau Ivre, sans conduite, on ne sait pas là où on va. et si c'est un bateau ivre, Alors, la écoutez, vie il a dit ne peut pas qu'on être a la l'impression que vous avez disons, un capitaine fort, mais c'est un bateau ivre. Parce que les réactions des citoyens sont imprévisibles. On ne permet pas toujours, n'est-ce pas? Même si le citoyen se tait, ce qu'il fait en bas, on ne savait pas. Donc, non. Professeur Philippe Ndoundjanoumé, Joël vous posait la question tout à l'heure, comment appréciez-vous, disons, les réformes au niveau de la Cour? Le règlement intérieur, par exemple, a été révisé. Professeur Philippe Ndoundjanoumé, le président de la Cour a voulu instituer quand même le contradictoire, éviter peut-être les requêtes fictives que les gens se présentent d'elles-mêmes pour qu'on puisse les voir physiquement. Est-ce que ça n'est quand même pas un aspect qui modernise davantage la Cour? Oui, mais le fond, le contenu demeure le même. Vous avez vu ce que cette Cour a fait entre le mois de juin et septembre 2018. Dès qu'elle est arrivée, mais elle a tout changé, bouleversé tout. Mais cette Cour est au service d'un régime, d'un pouvoir. Ce n'est pas une Cour de nous tous, non. Bien sûr, elle me gère, mais c'est une Cour qui est au service d'une autocratie. En termes d'innovation, vous n'y croyez carrément pas. Avez-vous peut-être l'occasion, je ne sais pas, ou l'opportunité peut-être de, au-delà de ce que vous dites ce matin, professeur, de l'évoquer peut-être avec les acteurs eux-mêmes? On sait parfois qu'il y a des rencontres occultes qui se tiennent où on a l'occasion, on sait que vous êtes enseignant d'université, peut-être pour évoquer ces reproches et les inviter calmement. Nous avons des rencontres, pas avec ceux qui sont là. Je n'ai pas eu la chance, le hasard, de rencontrer le président de la Cour depuis qu'il est là. Non. On s'est rencontrés aux assurances d'une thèse, c'est autre chose. Mais on ne s'est pas rencontrés pour une discussion, non. Puisque là, non. Ben, je me dis, on embarque le pays dans une aventure. Je ne vais pas, à cause de ma science, à cause de peut-être des choses, mettre ma science au service d'une mauvaise cause. Une cause qui strangule la liberté, qui la détruit, non. C'est pas normal. Si vous parlez avec tant de déception, qu'il faut quand même se demander comment ceci a pu-t-il arriver, si vraiment le Bénin en est là où vous le dites? Le Bénin en est arrivé là à cause même de la constitution elle-même. À cause? L'ancienne. Pourquoi? Oui. Vous savez, et la constitution béninoise ne punit pas réellement, ne met pas en œuvre l'impunité. Ceux qui sont les mieux cotés, en fait, qu'on ne frappe pas, c'est ceux qui ont le plus volé et qui se font élire, disons, honorables. Et on est content, on dit ceci, cela. Les postes sont depuis longtemps mis aux voies d'argent depuis longtemps. Et du coup, la constitution a permis la montée méthodique d'un type qui est riche et tout. On est plus de talent.
C'est tout. Nous avons des lois qui luttent contre la corruption, qui sévissent les crimes économiques sont imprescriptibles, au-delà de la Constitution qui ne peut pas tout contenir. On a quand même des dispositions de la République qui répriment quand il y a culpabilité qui est constatée. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas les dispositions. On constate simplement que c'est des dispositions qui sont formelles, qui n'ont pas d'efficacité sur le terrain. Ça, par exemple, lorsque vous savez bien que le type, au cours d'une échéance électorale, il distribue de l'argent et c'est interdit, personne n'attend. Et on dépasse toujours les budgets prévus. Personne n'a jamais été comme ça. On est content, on prend l'argent, on s'en va. Et depuis longtemps, depuis 1995 à 2015, les élections, c'est encore pire. Personne n'a jamais été inquiété, dites-vous? On a un dossier brûlant là. Il y a un cadre de ce pays qui a été interpellé pour dépassement de fonds de campagne. Oui, lorsque ça se fait, c'est à géométrie variable. Ça se fait uniquement contre des circonstances de temps et de lieu et des conditions et des intérêts qu'on défend, mais pas généralement. Or, une loi doit être égale pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui dépassent tous les jours les choses. Personne n'a jamais allé. Tous les jours. Si on doit, il faut maintenant faire le bilan. Depuis 1990, des dépassements, des trucs, sur l'argent, on dépasse l'argent pour se faire acheter des postes. On aura mis tout le monde là, tout ce monde-là. Toutes ces classes qui ont pouvoir, c'est déjà même chose. Certainement, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est une première, et c'est avec l'équipe actuellement en place. Est-ce qu'il ne faut pas considérer que c'est déjà un départ et que par la suite, on aura assisté à d'autres cas? Ce qui est sûr, celui qui est venu là, est venu par l'argent, par les méthodes de ruse, d'achat, de l'appareil administratif et des structures d'élection. C'est ça par là qu'il est venu au pouvoir. Bon, et ce qui est venu au pouvoir, n'est-ce pas, ça base déjà, vicie tout acte qu'il posera après. C'est bien. Professeur Philémon Diolmé, on a eu les législatives en 2019, un peu tumultueuses. Les communales s'apprêtent, la Constitution a été révisée, il faut obtenir quand même le parrainage pour prétendre être candidat en 2021. Comment envisagez-vous un peu ces communales qui s'annoncent déjà et comment les acteurs, le Bénin, j'allais dire, pourraient-ils évidemment traverser cette période? Il n'y a pas d'élection, il n'y a plus d'élection au Bénin depuis Talon. Vous pouvez être sûr de ça. Il n'y a plus d'élection. Vous verrez prochainement que c'est les éléments choisis par le président Talon qui sont maires. Et vous verrez très bien que c'est ceux qui auront choisi pour être candidats avec eux-mêmes qui seront, disons, en 2021. Parce que le parrainage là, qui va avoir le parrainage de députés déjà acheté par un seul clan? C'est les membres de deux mêmes partis en deux fourches. Donc, du coup, maintenant, il ne peut pas avoir qui va accepter de voter pareil à une opposition. Donc, il n'y aura pas de candidat de l'opposition. Puisqu'ils auront la majorité, largement d'ailleurs, sinon l'unanimité des maires d'ailleurs qu'ils auront bientôt, c'est ceux qu'ils ont choisis qui sont élus. Je vous dis ceci, il n'y a pas d'élection réelle, c'est-à-dire d'expression du suffrage du citoyen depuis que le président Talon est arrivé. En le disant, est-ce que vous ne perdez pas de vue que désormais, il va falloir compter sur un certain nombre de formations de l'opposition, en l'occurrence la FCBE, qui désormais joue comme un seul homme et se prépare activement pour rafler le maximum de sièges pour les prochaines élections? Je ne veux pas intervenir sur le débat chaud de FCBE. Avec ce qui est passé avant-hier, etc. Je ne veux pas intervenir. Le problème interne à eux, je suppose qu'ils en sortiront. Ce que je sais en tout cas, c'est que aller aux élections qui viennent là, c'est d'abord dire, les élections législatives sont bonnes. C'est valider ça, a posteriori. Et c'est valider aussi le fait que la Chambre, le Parlement là, a pu prendre des lois qui sont valables. La loi charte politique, etc., alors que des lois qui sont mauvaises. Puisque ceux qui prennent la loi, même c'est-à-dire les députés, ne sont pas, disons, les légitimes. Du coup, c'est un problème. Pour moi, il n'y a pas d'élection. Les communales, si cela ne tient qu'à vous, il ne faut pas les organiser. Non, il faut revenir à cas départ. Nous sommes embarqués dans une constitution une situation telle que il n'y a pas de liberté pour le citoyen. Tout le monde, tout est déjà réglé d'avance. C'est ce qu'on décide. C'est-à-dire qu'il y a à l'exécutif qui choisit les députés, qui choisira les maires, qui choisira les candidats prochainement aux élections présidentielles. Donc la reprise des législatives pour vous est plus qu'impérative. Impératif. Et est-ce que c'est encore possible, professeur Philémon Diolmé, soyons réalistes, nous sommes en train d'évoluer quand même bientôt les communales. Est-ce que c'est encore possible? Et vous l'évoquez, on sent quand même un certain aveu d'impuissance
Comment sortir de toute cette situation? Lorsqu'il est connu en droit constitutionnel que lorsqu'on arrive à cette impasse, il faut sortir du système. C'est-à-dire? Recourir à des méthodes extra-constitutionnelles. C'est la Constitution qui le dit ou les principes de façon générale ou... C'est un principe pour le constitutionnalisme qu'on a dit que lorsqu'on arrive à une impasse, il faut quitter le système. Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, parlant du Bénin, on peut se permettre de continuer à parler d'impasse? Il y a une impasse. C'est-à-dire ce qu'il y a aujourd'hui. Le peuple est muselé. Ou vous rendez, maintenant les gens maintenant veulent aller vers les pouvoirs républicains et puis parce qu'on veut aller manger. C'est différent, non? Mais n'empêche que la liberté est déjà dans les faits. Pour la récupérer, il faut sortir du système qui est là. Et la loi elle-même est autocratique. Il faut donc aller en dehors de la loi qui est là, suprême, qui est la Constitution révisée, pour faire quoi que ce soit. Et comment y parvenir? Est-ce possible? Là, je peux le dire, ça c'est les faits. Je quitte le droit pour faire les faits, là, maintenant, les faits matériels. Tant que ce n'est pas fait, nous serons toujours esclaves. Tant que ce n'est pas fait, là, je quitte le droit pour faire de la politologie. Tant que ce n'est pas fait, nous serons toujours esclaves. Et est-ce que les acteurs politiques aussi n'ont pas contribué à tout cela? Beaucoup. On connaît beaucoup qui étaient là et tout se déroule devant eux et ils constatent. Est-ce qu'ils ne sont pas également aussi responsables des acteurs ont contribué à ce système-là? Lorsque je vois par exemple la 7e législature, n'est-ce pas, celle qui vient de finir là, mais les gens votaient, l'envie des gens, le président de la Cour, le président de l'Assemblée était Ngwedi, non? C'est lui qui a fait voter les lois, non? Ils ont contribué. Alors, le Bénin de demain, vous l'entrevoyez comment? Et avec pessimisme aujourd'hui. À savoir que je ne vois pas comment sortir de l'engrenage avec l'institution d'une constitution autocratique sans sortir du système. Donc, sans quitter le sommet de droit établi pour établir notre droit plus tard. Est-ce que le fait de quitter ce chemin, est-ce que c'est légal, c'est constitutionnel selon vous? Et lorsque la constitution est mauvaise, il faut recourir à autre chose. Puisque je constate que la constitution elle-même, la loi elle-même est mauvaise, il faut quitter la loi pour faire autre loi plus tard. Puisque les hommes qui font la loi est l'expression de la volonté générale. Dès lors que c'est comme ça, si une loi est mauvaise là aujourd'hui, il faut quitter il faut aller faire une autre loi qui soit conforme à la volonté générale. Philippe, les Béninois pourront-ils un jour, comme ce fut le temps en 89-90, s'asseoir, pouvoir se parler et faire des options qui puissent participer au mieux vivre collectif et impacter le monde entier? Et je souhaite ceci, c'est un conseil que je peux donner. Ça va être en même temps votre mot de la fin. Oui, c'est demander que les dirigeants actuels soient plus sages. Malheureusement, je ne crois pas. Qu'ils reviennent à casa pas pour dire rassurons-nous pour réfléchir sur comment vivre ensemble. Le pays est clivant. Il y a un clivage terrible dans le pays. C'est pas bien comme ça. C'est pas pour la paix, ni pour ceux qui sont gouvernants, ou ceux qui sont gouvernés. Il vaut mieux plutôt revenir à la case départ et qu'on s'asseye ensemble pour revoir les règles du jeu ensemble. C'est la seule méthode pour que nous puissions établir la paix au Bénin. Merci à vous, Philippe Nodjenmé, d'avoir accepté de partager ce moment d'antenne avec nous, André Salanon. Oui, merci Joël Yetondi. J'allais demander évidemment au professeur Philippe Nodjenmé un certain appel qu'il avait lancé, mais il a déjà évoqué, même si demain, au-delà de tout pessimisme par rapport à l'avenir du pays. Nous allons demander à ceux qu'on garde le sourire en dépit de tout. Merci donc à vous, André Salanon. Merci aux réalisateurs. Merci une fois encore à vous, Philippe Nodjenmé. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là, quitte à vous retrouver très bientôt. Je vous fais compagnie sur cette citation du compositeur, dramaturge et philosophe indien Tagore. Si tu pleures, dit-il, d'avoir perdu le soleil, les larmes t'empêcheront de voir les étoiles. Elles aussi peuvent être utiles le temps du retour du soleil. Prenez soin de vous et à très bientôt.